Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute. Donc merci à tous d'être venus. Pour ceux qui sont là physiquement, c'est vraiment super d'être là pour ce soir, pour cette réunion sur un thème évidemment qui est très important, qui a le vent en poupe et qui engage beaucoup d'entreprises. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur nos entreprises. Donc au niveau de Eureka Pluriel, je m'appelle Thomas Fondevilla, pour ceux que je ne connais pas. Je suis expert comptable, je dirige le cabinet Eureka Pluriel. Et donc Eureka Pluriel, c'est un cabinet qui est présent en Nouvelle-Aquitaine. C'est un cabinet qui a une année 2023 assez importante, puisqu'on a eu la chance qu'un autre cabinet nous rejoigne. Il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Je vous remercie d'être venus ce soir, puisque le cabinet CAEC, le groupe CAEC, qui est un acteur important de l'expertise comptable, a décidé de rejoindre notre cabinet. Donc aujourd'hui, on représente à peu près 275 professionnels de l'expertise comptable sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors pour ma part, donc, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Donc, je suis Marc Fazi du LCL. Donc c'est une banque nationale, hein, comme vous le savez. Et donc on accueille nos clients entreprises dans nos agences pour ce qui concerne le marché de l'immobilier, et pour notre clientèle qu'on appelle entreprise dans notre jargon. C'est donc tous nos clients qui font plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est évidemment un petit peu partout en France. Et là, je vous ai décrit le dispositif qui est en place sur le sud-ouest de la France. Donc il y a 10 centres d'affaires ou pôles. Donc on a une dizaine d'implantations physiques sur ce vaste territoire pour 70 collaborateurs, et on a aujourd'hui un millier de clients. LCL, c'est la banque d'une ETI sur d'une ETI sur deux et d'une PME sur 3. On ne s'en rend pas forcément compte, parce que notre part de marché sur la clientèle entreprise est largement supérieure à ce qu'elle est sur le marché, des particuliers. On a un certain nombre d'expertises, évidemment, sur ce dispositif. Et donc moi, je suis responsable solutions durables, qui est une fonction relativement récente dans la banque. Et ma mission, c'est d'accompagner la mise en œuvre d'une politique RSE chez nos clients. Voilà. Et c'est à ce titre-là que je vais vous parler de quelques sujets aujourd'hui. Thomas, je te repasse la parole. Alors, le contexte de la réunion, donc ce soir, ce qu'on a voulu présenter avec Marc, le thème qu'on voulait, c'était un thème autour de l'implication des banques dans finalement la grande évolution autour des entreprises et du RSE. Alors effectivement, côté de la banque, ça bouge, et ça bouge vite, ça bouge très très fort. C'est ça que je vais essayer de mettre en évidence aujourd'hui. Alors ça participe d'un constat qui était celui qu'indiquait Thomas, c'est-à-dire l'urgence climatique, les problématiques de cohésion sociale. Et en face de ça, très clairement, il y a de plus en plus de pressions qui sont exercées par les parties prenantes. On a des dirigeants qui sont convaincus. Moi, je travaille donc sur tout le périmètre du sud-ouest de la France, sur tout type de clients en termes de taille. C'est très, très hétérogène. Il y a des clients qui sont déjà lancés, qui sont très matures, et on va essayer, bien évidemment, nous, banquiers, de les accompagner dans leur démarche. Et j'ai des clients qui n'ont toujours pas commencé. J'ai des clients qui, parfois même, parfois, ils sont contents de dire qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne dépend pas nécessairement de l'âge du capitaine. D'accord ? Moi, le message, c'est de dire, aujourd'hui, il faut presque plus se poser la question, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quoi. D'accord ? La pression qui peut être exercée par les parties prenantes, elle va aller croissante. Il y a les aspects réglementaires. Et au-delà de ça, la RSE, c'est un véritable outil de transformation pour les business models, pour la marque employeur, pour toutes les raisons qu'évoquait Thomas il y a encore quelques minutes. En outre,
il faudra de plus en plus démontrer ce qu'on fait en matière de RSE. C'est-à-dire qu'il y a plein de sociétés qui font énormément de choses de façon historique sur ces sujets et qui finalement ne communiquaient pas dessus. Moi, je reste persuadé, on peut le déplorer, hein, mais demain, il faudra être aussi bon pour mesurer, démontrer et communiquer. Voilà. En face de ça, nous, côté des financiers, côté de la banque, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses, principalement. On a mis en place une solution bancaire à travers des financements particuliers, ce qu'on appelle la finance durable. Je vais l'évoquer un petit peu plus, tout de suite. Et on a mis en place, une solution plus servicielle à travers un certain nombre de partenaires qu'on vient proposer à nos clients. Parce que quand on accompagne des clients sur les sujets de la RSE, on se rend compte que les problématiques sont souvent un petit peu toujours les mêmes. Et du coup, on a identifié des partenaires pour aider notre client à faire un premier bilan carbone, pour faire un diagnostic énergétique dans un bâtiment, que sais-je encore. Alors déjà, on parle donc de finance durable. Qu'est-ce que c'est la finance durable? C'est principalement deux types de prêts. Les prêts indexés et les prêts fléchés. Le prêt fléché, c'est le plus facile à comprendre. On va commencer par celui-là. Qu'est-ce que c'est un prêt fléché? C'est je finance un actif durable. Donc, le meilleur exemple, c'est un panneau photovoltaïque. Aujourd'hui, quand vous appelez votre banquier pour faire un financement, vous avez le taux du moment, évidemment en fonction de la durée. Si vous l'appelez pour financer un actif durable, du simple fait que l'actif est durable, vous avez un taux qui est inférieur. Le prêt est fléché. Qu'est-ce que je peux financer avec un actif, avec un prêt fléché? On va y venir rapidement. Commençons par l'immobilier. Vous financez un bien immobilier, vous allez avoir le taux fixe 15 ans. Voilà. Par contre, si le diagnostic de performance énergétique il est A, ou si le label il est haute qualité environnementale, là, vous pouvez avoir un gain sur le taux. D'accord ? Donc la banque fait le choix de baisser son taux si l'actif que vous voulez financer est bon pour la planète. Le différentiel sur la banque de l'entreprise aujourd'hui que je constate, c'est environ 0,2, 0,3%. Ce qui, sur des projets de plusieurs millions d'euros sur des durées de 10 à 15 ans, commence à constituer un certain montant de frais financiers. Si ce n'est pas l'intégralité du projet immobilier, parce qu'on n'arrive pas à avoir ce DPE, ça peut être un sous-ensemble. Grosso modo, c'est tout ce qui va participer de la performance énergétique du bâtiment. Projection d'isolants, je rajoute des huisseries, des fenêtres performance énergétiquement. Je mets des bornes de recharge sur mes parkings. Évidemment, je mets des ombrières, je mets des panneaux photovoltaïques. Tout ça, ça participe à améliorer, on va dire, à atténuer le changement climatique. Et du coup, c'est éligible à des prêts fléchés. Donc ça a quand même un impact. Parce que nos gros clients, jusqu'à présent, allaient voir leur banquier, nous demandaient des enveloppes pour financer leurs investissements courants. À partir d'aujourd'hui, et désormais, il est nécessaire dans ces enveloppes d'essayer de séparer le bon grain de livret. Qu'est-ce qui est durable, qui permet d'obtenir un taux bonifié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est le financement fléché, c'est plus facile à comprendre. Je finance un actif durable, j'ai un taux qui est plus faible. Ensuite, il y a le financement indexé. Alors le financement indexé, qu'est-ce que c'est? C'est je finance n'importe quoi. Je ne me soucie pas de l'objet du financement. Du coup, quand j'appelle mon banquier, j'ai le taux du moment. Et on se dit que ce taux, on va l'indexer sur des critères qui, eux, sont extra-financiers. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous m'appelez pour financer un puits de pétrole ou une mine de charbon, ça ne va pas me convenir, vous en doutez. Mais ça peut être une croissance externe, ça peut être un investissement courant. Et à ce moment-là, ce taux, on va venir se dire qu'en fonction de la performance extra-financière de la société, on va venir modifier ce taux, on va venir le bonifier, le baisser de 0,05%. On va voir un petit peu comment marche ce mécanisme. Avant ça, ce que je veux mettre en évidence, c'est que ce phénomène-là de prêts indexés et de finances durables en général, c'est quelque chose qui commence à remonter maintenant à pas mal de temps. Ça a commencé il y a plus d'une dizaine d'années désormais. Alors c'était dans un premier temps nos grands clients qui se finançaient directement sur les marchés financiers sous forme d'obligations, les fameux green bonds. Puis après, on a eu des obligations. Donc là, c'était des obligations
l'équivalent du prêt fléché que j'évoquais. C'était des obligations et ça leur permettait d'acheter des actifs durables. Puis après, il y a eu des obligations qui ont été indexées sur la performance extra-financière de nos grands clients. Et on voit que depuis 3-4 ans, et notamment depuis 2021, c'est ce qui apparaît en bordeaux et dans une moindre mesure en vert sur l'histogramme qui est en haut à gauche, on voit que les banques se sont mis à distribuer ces mécanismes de financement sous forme de prêts auprès de leurs clients. Et pour vous donner un ordre de grandeur, sur la banque de l'entreprise, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire au LCL, c'est les clients qui font plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'an passé, sur 3 euros prêtés, j'avais 1 euro qui était indexé. L'objectif pour cette année, c'est 40%. L'objectif pour l'année prochaine, c'est 50%. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de balbutiant qui commence à émerger. Ça y est, quoi. C'est parti, c'est massif. 1 euro sur 3, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors je parle en euros encore une fois, hein, pas en nombre de dossiers. Parce que vous l'avez compris, c'est quand même encore sur des gros dossiers qu'on voit ces mécanismes, mais clairement ça descend. En termes de montant, en termes de clients, mais aussi en termes de montants prêtés. Aujourd'hui, on propose ces dispositifs sur des prêts qui font jusqu'à 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros et au-delà. Je ne reviens pas là-dessus. Alors après, comme je vous le disais, le prêt indexé, c'est un prêt qu'on va indexer en fonction de la performance extra-financière. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le taux va évoluer en fonction de critères. Donc ça s'appelle KPI, un Key Performance Indicator. Donc on va parler de critères en ce qui me concerne. Donc c'est des critères extra-financiers. Alors, avant de voir le nombre de critères et sur quoi ils portent, aujourd'hui, en 2024, par exemple, on n'envisage pas de faire un prêt de ce type sans mettre un critère sur le carbone. Alors, on va se prendre quelques minutes pour parler de ce que c'est qu'un bilan carbone. Donc, l'idée du bilan carbone, c'est que je cherche à mesurer l'empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre qui a été émis au cours de l'année précédente, on va dire au cours de 2023, par l'entreprise. Et là, sans rentrer dans le détail, mais quand même pour vous donner deux, trois éléments, on parle de scope. Il y a scope 1, scope 2, scope 3. Je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec ces notions. Scope 1, scope 2, pour faire simple, c'est ce qui est directement émis en termes d'émissions de gaz à effet de serre par le business, par l'entreprise. J'ai une entreprise, je ne sais pas, une entreprise industrielle qui va fabriquer un bien, je fais tourner une machine. Cette machine, elle génère du carbone parce que, pour pouvoir faire cette production. Ben, c'est du carbone qui a été généré dans mon scope 1 ou 2. Je ne rentre pas dans le détail entre le 1 et le 2, ce n'est pas très intéressant. Donc scope 1, scope 2, c'est le carbone que je génère directement. Scope 3, c'est le carbone de mes clients et de mes fournisseurs. Ça déjà, c'est un peu particulier. Quand il y a des comptables dans la salle, et ce qui concerne la comptabilité du client et du fournisseur, c'est du hors-bilan normalement, hein, en comptabilité, si on prend un plan comptable général. Alors qu'en carbone, ce n'est pas le cas. En carbone, le carbone de mon client et le carbone de mon fournisseur, il est dans mon propre bilan carbone. Et ça change tout en fait. Et c'est aussi pourquoi la banque, elle vient vous voir. Parce que quand vous êtes client de la banque, que vous émettez du carbone, ben votre carbone, il est dans le bilan, dans le scope 3 de la banque. Du coup, la banque, elle veut que vous commenciez à regarder, que vous commenciez à mesurer et à réduire. Parce que la banque, elle veut être vertueuse. La banque, elle a pris des engagements. D'accord ? Nous, on a prévu d'être neutre en émissions de carbone en 2050. Alors, on ne va pas venir en 2049, on vient dès maintenant, en 2024, pour vous parler de tout ça. Mais l'objectif final, c'est qu'on soit neutre en 2050. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le carbone des uns est dans le bilan des autres. Du coup, toutes les parties prenantes vont être obligées de commencer à parler d'autre chose que du prix et du produit. Il va aussi falloir parler carbone. C'est ce que fait la banque. C'est ce que fait la banque quand elle vient vous parler de finances durables, de prêts indexés. Elle vous dit on va mettre un index, un critère sur le carbone.
Donc, première chose qu'on vous dit, c'est mesurer. Mesurez votre carbone. Donc, faites un bilan carbone, ça s'appelle comme ça. En plus, il y a BPI qui sponsorise ce type le premier bilan carbone pour inciter les sociétés à le faire. Mesurez votre carbone. Et une fois que vous avez fait votre mesure de votre bilan carbone, l'important, c'est de faire une trajectoire de décarbonation. C'est-à-dire, vous allez commencer à réfléchir à réduire votre carbone. Une fois que vous avez le bilan, vous savez quelles sont les poches, vous pouvez vous faire accompagner, on peut vous dire, tiens, ça va être plus compliqué à réduire, en vente, ça c'est facile, etc., etc. Une fois que vous avez fait cette trajectoire de décarbonation, on sait que par exemple en 2023, vous avez fait 100 en carbone, vous prévoyez de faire 95 en 2024, 90 en 2025, et ainsi de suite. Et tous les ans, vous allez refaire un bilan carbone. Nous, dans le contrat de prêt, on va se dire, on va noter cette trajectoire. Alors évidemment, la trajectoire, c'est vous qui allez l'écrire. Vous allez nous la présenter, vous allez nous convaincre qu'elle est ambitieuse, évidemment. Nous, le principal risque qu'on a quand on fait ce type de financement, c'est le greenwashing. On veut absolument éviter de faire ce type de prêt à des gens qui veulent continuer à faire du business as usual. D'accord ? Donc, vous nous présentez votre trajectoire de décarbonation, vous arrivez à nous convaincre qu'elle est ambitieuse, on la couche dans le marbre du contrat, et tous les ans, vous refaites un bilan carbone et on mesure. Est-ce que oui ou non, vous êtes au rendez-vous de la trajectoire que vous avez vous-même écrite et qu'on a validée ? Et là, c'est pas compliqué. Soit le critère est atteint, soit il ne l'est pas. Et en fonction de ça, on vient indexer le contrat de prêt. Donc là, j'aurais pris un critère parmi tant d'autres. On va se poser 2 minutes pour voir déjà combien il y a de critères. On voit que la plupart du temps, il y a 2 ou 3 critères. D'accord ? Mais il suffit d'un critère pour que le prêt soit indexé. Mais encore une fois, s'il n'y en a qu'un, on le mettra sur le carbone. Ensuite, ces critères, ils concernent quoi ? Ils concernent, on le voit, 67% du temps, c'est la partie E de la RSE. D'accord ? La partie environnementale, donc le carbone que j'évoquais, mais ça peut être la gestion des déchets, ça peut être des sujets d'économie circulaire, des sujets d'efficacité énergétique. Là, après, on va quand même s'adapter à votre business, d'accord, à votre modèle d'affaires. Ça peut être aussi des critères sociaux. Un critère qu'on retrouve souvent, par exemple, c'est le taux d'accident du travail sur des activités qui seraient... je pense au BTP, je pense à l'industrie, qui sont souvent d'ailleurs des critères que vous suivez de façon historique, bien avant qu'on parle de RSE, quoi. Mais si dans votre stratégie RSE, pour vous c'est un critère important au regard de votre modèle d'affaires, bien évidemment. Nous, ce qu'on veut, c'est réutiliser des critères qui fassent sens pour vous. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de se créer un critère pour le prêt. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. En revanche, vous, il y a des choses importantes, il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez communiquer, ou pas d'ailleurs, mais des choses qui sont importantes pour vous, pour votre business, en réutilisant ces critères pour indexer un prêt. On voit que dans une moindre mesure, on a des critères de gouvernance. On a du mal à trouver des bons critères en gouvernance. La plupart du temps, c'est le taux de féminisation d'un organe de direction. Et malheureusement, il suffit qu'une collaboratrice arrive ou parte, et on a du mal à... Enfin, ça peut faire beaucoup varier le critère. C'est pour ça qu'il est rarement retenu. Souvent, le taux de féminisation, il peut être utilisé sur l'intégralité du personnel de la société. On a souvent ce critère-là dans les ESN, par exemple, les sociétés du numérique. Voilà, grande maille, comment est-ce qu'on pourrait décrire un prêt indexé. Après, comment ça fonctionne ? Donc, j'ai pris l'exemple du carbone, vous l'avez bien compris, on peut prendre n'importe quel autre critère et faire le même raisonnement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le test, il est annuel, d'accord ? C'est une norme, j'allais dire une norme non écrite, quoi, mais c'est un usage de place. On vient tester ces critères annuellement. Ces critères, ils sont nécessairement quantitatifs, pas de qualitatifs, d'accord ? On ne discute pas pendant des heures pour savoir si le critère il est atteint ou pas. C'est un chiffre, il est inférieur ou il n'est pas inférieur à un taux, à un seuil qui était prédéfini au moment du contrat. Bien évidemment, au moment du contrat, il faut qu'on réfléchisse pour bien le calibrer. Il faut que ce soit ambitieux. Notre objectif, évidemment, ce n'est pas non plus de coincer tous nos clients pour les faire surpayer, parce que je vous l'ai dit, il y a un bonus si les critères sont atteints, mais il y a un malus si d'aventure il ne l'est pas.
Toujours pareil, notre principale crainte, c'est le greenwashing. Du coup, pour essayer de limiter ce risque, ce qu'on demande, c'est que, quels que soient les critères, ils doivent être validés par un tiers indépendant, un organisme tiers indépendant, un OTI, habilité à valider des critères extra-financiers. Et là, rassurez-vous, la plupart de vos commissaires aux comptes sont en train de passer les certifications pour pouvoir signer ces papiers. Bon, vous avez compris après. On choisit ces critères, on définit des objectifs, on couche ça dans le marbre du contrat, et tous les ans, on vient vérifier. Et en fonction de ça, pour l'année qui suit le test, on vient modifier le taux. C'est assez simple. Là, j'ai pris le cas de 2 critères. Si les 2 critères sont atteints, on fait un gain de 0,05% sur le taux du prêt. Un critère sur 2, on reste au taux initial. En revanche, si les 2 critères ne sont pas atteints, il y a un malus de 0,05% pour l'année suivante. Et l'année suivante, on reteste. Avant d'évoquer le contexte réglementaire, je voulais qu'on parlera un petit peu après effectivement de la CSRD. Je veux prendre 2 minutes quand même pour essayer de mettre un peu en perspective la façon dont les banques appréhendent tout ça maintenant. En termes d'octroi de crédit, il y a 10 ans, on regardait que les comptes pour accorder un crédit. D'accord ? Ça fait déjà maintenant quelques années, on regarde d'autres choses. On regarde à qui on a affaire, on regarde les dirigeants. Est-ce que l'équipe dirigeante qu'on a en face de nous, elle sera en capacité de tenir le manche si d'aventure il y a un retournement de conjoncture ? Depuis le 1er janvier 2024, réglementairement, dans notre processus d'octroi de crédit, on doit prendre en considération les critères ESG. On n'est qu'au tout début, parce que justement le réglementaire arrive et ça va se massifier. Donc, prise en considération de la durabilité, on commence à le faire. Dans la banque, aujourd'hui, on prend des décisions sur des critères extra-financiers. D'accord ? Il y a des clients avec qui on était à l'aise en termes de risque de contrepartie, des clients avec lesquels on était à l'aise en termes de tarification, et à qui on a dit non. Pourquoi ? Parce que là, dans l'exemple que j'ai en tête, c'était un financement immobilier avec un diagnostic de performance énergétique très dégradé et un client qui ne souhaitait pas faire les travaux pour l'améliorer. On a marqué un refus. Donc ça, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. On l'a fait. Je vous parle donc un petit peu du contexte du contexte réglementaire. Je vais vous parler de la CSRD. Alors déjà, la CSRD, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une directive européenne relativement récente qui fait suite à une vieille directive qui obligeait les clients de grande taille, c'était d'abord les grands groupes cotés, à faire une DPEF, donc à faire une publication extra-financière. Le problème de cette publication extra-financière, c'est qu'elle n'était pas normée. Donc chaque groupe pouvait communiquer sur les aspects extra-financiers comme il le souhaitait et de façon non homogène. La difficulté était qu'on n'était donc pas en capacité de pouvoir comparer 2 sociétés d'un même secteur sur les critères extra-financiers. Évidemment, sur les critères financiers, il n'y a pas de problème, on peut comparer, c'est très normé. Ce n'était pas le cas sur l'extra-financier. L'objectif de cette CSRD, c'est de normer tout ça, d'obliger le format, de dire, voilà, maintenant vous allez être obligé de reporter sur telle donnée et de telle manière, en étant très précis sur les définitions. On va donc pouvoir comparer. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose qui est très importante, c'est les seuils. Les seuils baissent. Les seuils à avoir en tête, il y en a 3. Il faut respecter 2 de ces 3 seuils. Les 3 seuils, c'est 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de total bilan. Si une entreprise, que dis-je, un groupe, ce n'est pas une entreprise, c'est par groupe qu'on raisonne, groupe, donc niveau de consolidation. Si un groupe respecte 2 de ces 3 critères, 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 millions d'euros de total bilan, alors
ce groupe est soumis à la CSRD et devra publier un rapport extra-financier en 2026 sur la base de sa publication de 2025. Un des sous-ensembles de la CSRD, donc des données sur lesquelles les entreprises doivent publier, et bien sûr, il y a le bilan carbone. Et donc, s'il y a le bilan carbone, il y a cette fameuse histoire de scope 3. Donc, même si votre entreprise, elle n'atteint pas ces seuils, vous allez quand même être touché par l'évolution réglementaire. Parce que nécessairement, dans vos clients, dans vos fournisseurs, vous allez au moins avoir quelques groupes qui vont être au-delà de ces seuils. D'accord ? Et du coup, qui, à plus ou moins brève échéance, vont venir vous voir pour parler à minima carbone. Et là, on retombe sur ce qu'évoquait Thomas, les sujets d'attractivité. Beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles mettent en place leur stratégie RSE, commencent notamment à réfléchir sur une politique d'achat responsable. Politique d'achat responsable, si je le reformule, c'est de se poser la question, est-ce que j'achète un bien moins cher à l'autre bout du monde, en Chine par exemple, ou est-ce que j'accepte pas de payer un petit peu plus cher pour l'acheter localement ? Et à ce moment-là, si je cherche à acheter local, peut-être qu'il y a un acteur qui a des choses à me raconter sur sa stratégie RSE, voire même sur le poids carbone du bien qu'il est en train de me vendre, alors que l'acteur d'à côté, il est moins discert, parce qu'il est moins mature. Et là, on voit que le contexte réglementaire, par effet de bord, il peut avoir un impact sur des sociétés qui ne sont pas du tout soumises. La banque, en fait, elle essaye de vous dire « allez-y, c'est maintenant ». Et elle vous donne un petit coup de pouce à travers ce dispositif de finance durable. J'en profite pour vous dire qu'on n'est pas du tout sponsorisé par un quelconque mécanisme de soutien d'État, de BPI ou que sais-je. D'accord ? C'est la banque qui baisse sa marge. Et elle baisse sa marge parce qu'elle a un enjeu de communication et parce qu'elle a un enjeu de bilan carbone. D'accord ? Donc, on joint l'acte à la parole. On vous accompagne dans la mise en place d'une stratégie RSE et on vous donne un petit coup de pouce. Alors, pas d'erreur non plus. Ce n'est pas ça qui va vous financer votre stratégie, votre trajectoire de décarbonation ou votre stratégie RSE. C'est un petit coup de pouce. Il faut vraiment le prendre comme ça. En même temps, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. J'en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est, encore une fois, c'est que la RSE, c'est maintenant. En fait, s'il y a une phrase à retenir, c'est celle-là. Il faut pas tarder. Je pense qu'il y a vraiment un effet de temporalité pour actionner, pour commencer à s'intéresser au sujet pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour mieux communiquer pour ceux qui le font déjà, et c'est vraiment le cas de tous nos clients, notamment sur les parties sociales, sur les parties environnementales. C'est quand même rare de ne pas trouver des dirigeants d'entreprise qui ne soient pas du tout concernés par le sujet. En revanche, on parlait carbone tout à l'heure, c'est dommage de faire plein de choses pour décarboner son entreprise et après de commencer à mesurer. Autant mesurer, puis décarboner. Comme ça, ça permet de montrer ce qu'on a fait. Et les banques sont là, LCL en particulier, mais ces produits, vous les retrouvez chez tous mes confrères, pour vous accompagner, pour vous aider, pour essayer de trouver des partenaires pour vous accompagner dans différentes problématiques. On va passer aux questions maintenant, s'il y en a. Après le calcul qui est fait par la banque pour savoir s'il y a un malus ou un bonus, donc on décide le plus 5 ou le moins 0,05 ou le plus 0,05. Est-ce qu'après l'année d'après, c'est quelque chose qui ça revient à zéro ou c'est quelque chose qui va s'accumuler en négatif ou en positif? Alors, non, il n'y a pas d'effet boule de neige. D'accord ? On repart toujours du même taux pour faire ce plus ou moins. Alors, j'ai mis 0,05, mais ça peut être 0,10. Voilà, mais c'était pour donner un ordre de grandeur. Mais effectivement, en tout cas, pour répondre à votre question, on repart bien du taux initial à chaque fois et on n'incrémente pas un gain de 0,05 par an pendant 5 ou 7 ans. Voilà. J'en profite aussi quand on parlait du critère carbone, c'est pareil. Donc nécessairement, quand vous allez nous présenter une trajectoire de décarbonation,
il va y avoir une baisse. Enfin, sinon, ça ne va pas nous convenir, vous en doutez. Mettons, je vais prendre simple, dans le contrat, on va mettre moins 5% par an. D'accord ? Imaginons que la première année, vous êtes allé un peu plus vite parce que vous avez fait un gros investissement de décarbonation et que vous passez de 100 à 80. Donc vous avez bien atteint l'objectif de 95 la première année. La deuxième année, le taux à atteindre, ça reste 90, c'est-à-dire qu'on ne repart pas de la performance N-1, d'accord ? On reste toujours par rapport à la performance initiale qui était celle de votre trajectoire carbone. Donc il n'y a pas non plus d'effet mémoire sur, j'allais dire, les critères quels qu'ils soient, pour qu'on fasse, au moment où on fait la mesure annuelle. Voilà. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on envisage les choses par rapport aux prêts qu'on met en place. Ces prêts bonifiés s'appliquent sur tout type, crédit bail, mobilier, immobilier, location longue durée, crédit classique? Alors, sur les crédits classiques, oui. Là, évidemment, je réponds pour ma paroisse, pour le LCL. Sur le crédit bail, en fait, on ne sait le faire que si vous avez un prêt classique qui est indexé. Donc, si vous avez déjà un prêt classique indexé, on peut vous faire un crédit bail indexé en utilisant les mêmes critères. D'accord ? Voilà. Pour un sujet de simplicité et de suivi. Voilà, pour répondre à votre question. Toute activité. Vous n'avez pas d'activité Alors, là, c'est une question très, très intéressante. Historiquement, dans la banque, la seule limite qu'on avait en termes d'entrée en relation et de financement, c'était que l'activité était légale. Si vous veniez nous voir pour un trafic de drogue, on vous disait non. En revanche... J'avais pas ça en tête. En revanche, si vous veniez nous voir pour n'importe quelle activité légale, et ben là, on était souvent très content de vous recevoir. C'est moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des politiques sectorielles. Par exemple, aujourd'hui, vous venez me voir pour faire de l'extraction de charbon, je vous dis non, alors que c'est légal. D'accord ? Et là, c'est un peu bizarre, hein, c'est-à-dire que le pouvoir politique n'a pas interdit l'activité, et c'est la banque, pour des raisons de pression, de communication, d'environnement que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est finalement un peu substituée au pouvoir politique pour décider de ne plus financer ce type d'activité. Donc c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise pour vous dire tout type d'activité. Bah non, pas tout à fait. Je suis en train de mettre en place des politiques sectorielles. Il y a des choses que je ne veux plus financer. Il y a des choses que je continue de financer parce qu'il y a aussi un temps de transition qu'on est obligé de donner à certains acteurs. Okay. Et plus le temps va passer, d'ailleurs, chez ces acteurs qui sont souvent... qui émettent beaucoup de carbone, donc du coup qui mettent beaucoup de carbone dans mon scope 3, moi, à banque, je vais être de plus en plus regardant, en fait, au fur et à mesure du temps. Et pour un secteur donné, je vais pouvoir comparer grâce à la CSRD demain. Et je vais peut-être un peu plus prêter à l'un qui est plus vertueux qu'à l'autre. Donc dans un premier temps, peut-être que ces clients un peu moins vertueux, ils vont payer leur crédit un peu plus cher, puis peut-être qu'après, ils auront un petit peu moins de crédit. D'où l'importance de vraiment se saisir de ces sujets le plus tôt possible. Oui, bonjour. Alors, d'abord, une petite question, très par curiosité. Vous avez parlé d'une trajectoire carbone avec un objectif de 0 en 2050. Quand vous dites ça, vous parlez du LCL ou vous parlez du secteur de la banque d'une façon générale? Alors, quand je dis ça, je parle déjà du groupe Crédit Agricole, parce que c'est un engagement qu'on a pris niveau groupe, et le LCL est une filiale du groupe Crédit Agricole. Et le groupe Crédit Agricole a adhéré à ce qui s'appelle la NZBA, Net Zero Bank Alliance, qui est donc en fait un engagement pris par un grand nombre d'acteurs bancaires d'atteindre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, je ne peux pas vous dire que toutes les banques l'ont fait, mais un nombre très significatif de grands groupes bancaires ont adhéré à cette alliance et ont donc de fait pris cet engagement. Tout à l'heure, vous avez insisté en disant vous ciblez les actions pour pas qu'elles soient du greenwashing. Et comment vous allez justement pouvoir définir ce qui est du greenwashing, ce qui ne l'est pas? C'est uniquement avec les KPI du CSRD ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça et quelle est votre vision? Alors c'est notre souci permanent. C'est notre souci permanent. Alors, le problème qu'on a déjà, c'est qu'au niveau CSRD, on ne l'a pas encore.
puisque comme je vous le dis, la plupart des entreprises, je ne parle pas des plus grandes, hein, mais c'est plutôt 2026 sur la publication de 2025. Donc pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Et donc la manière dont on le traite, qui est loin d'être parfaite, c'est effectivement à travers ces critères et l'exigence qu'on a qu'il soit audité par un tiers de confiance de façon annuelle. Voilà. Ce n'est pas parfait. La trajectoire de décarbonation, quelqu'un d'habile pourra sans doute nous faire croire qu'elle est ambitieuse alors qu'elle ne l'est pas tant que ça. Je ne peux pas faire autrement que d'en convenir. Mais alors, c'est trop facile de rien faire. Voilà. C'est un peu ce qu'on se dit, nous, côté LCL. Et du coup, non, tant pis. On prend le risque, on y va, on avance, et on dit à nos clients, allez-y, mesurez, on met des critères et on vous redonne un peu de sous. Voilà. Et on prend un risque. Mais clairement, voilà, ça ne nous empêche pas de dormir la nuit, mais c'est vraiment une grosse préoccupation pour nous que de se faire prendre par un client qui serait mal intentionné et qui aurait réussi à nous berner. Et une dernière question, est-ce que votre analyse, justement toujours sur ces critères, va dépendre aussi du secteur que vous allez financer? Peut-être l'immobilier d'un côté, le BTP, l'aéronautique. Est-ce que vous avez des trajectoires qui sont un peu différentes en fonction de ces secteurs? Alors, je vais vous répondre oui. Alors après, si on rentre dans la trajectoire du carbone, il y a plusieurs sujets à avoir en tête. Donc, bien évidemment, on va partir d'un état de l'art, on va écouter notre client qui aura, normalement, hein, c'est bien l'idée, en amont, réfléchi à sa trajectoire de décarbonation. Ce qu'il faut avoir en tête, pour avoir, si vous voulez mettre 2-3 chiffres, c'est le SBTI, qui est l'organe, j'allais dire, scientifique, notamment lors des accords de Paris en 2015, a réussi à démontrer que pour qu'on limite la hausse des températures à 2 degrés à la fin du siècle, il fallait qu'on baisse l'empreinte carbone de moins 4,1% par an. D'accord ? Donc quand on est en face d'un client qui ne sait pas trop qui ne sait pas trop quelle trajectoire prendre, on prend ça pour le moment. C'est mieux que rien. Ça permet de mettre un chiffre. Moins 4,1 par an. C'est pas parfait, hein, encore une fois, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même assis sur une publication scientifique reconnue et difficilement attaquable. Après, le problème qu'on a, c'est le périmètre. Ça, c'est un vrai sujet. Nous, ce qu'on dit, c'est que quand on prête à une entreprise, déjà, on essaye toujours d'avoir le périmètre groupe. D'accord ? Donc, même si je prête à une société d'un groupe, l'idée, c'est que le périmètre que je vais considérer pour faire ce bilan carbone, ce sera le bilan carbone groupe. D'accord ? Le problème, c'est les groupes acquisitifs. Ça, c'est pas évident. Alors, là, on a des traitements un peu différenciés sur scope 1 et 2 et scope 3. Scope 1 et 2, pour mémoire, c'est le carbone qui est directement généré par le groupe, par le client. C'est souvent un petit sous-ensemble de l'intégralité de l'empreinte carbone, parce que le gros du carbone, il est dans le scope 3. Hein. Dans la banque, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 98% le carbone, le scope 3, les clients. Et quand je dis scope 3, c'est en fait le scope 3 aval. D'accord ? Et 2%, c'est scope 1, scope 2 et ce qu'on appelle le scope 3 amont, c'est-à-dire les fournisseurs. Donc, quelque part, traiter que le scope 1 et le scope 2, c'est quand même un peu réducteur. Il faut en convenir. Par contre, le scope 1 et le scope 2, quand on est en face d'un client, c'est clairement sur le scope sur lequel il est le plus manœuvrant, le client. Il peut faire des investissements pour décarboner, il peut prendre des décisions. Voilà. Donc, souvent, on met en tout cas un critère sur les scopes 1 et 2. Ça, c'est un indispensable. Et puis, ma foi, on peut un petit peu raisonner sur le scope 3. Alors, sur les scopes 1 et 2, on raisonne en valeur absolue. Quantité de carbone, voilà. Et donc, pour un client qui est en croissance forte, réduire le carbone en augmentant le chiffre d'affaires, c'est pas simple, hein, mais c'est ce qu'on lui demande. Alors, on met une petite différence. Petite différence, c'est par exemple un client qui va acheter un concurrent. Là, on est prêt à dire, bah, écoutez, si vous avez acheté un concurrent, ce concurrent, quand vous l'avez acheté, il générait déjà du carbone. D'accord ? Donc, si vous aviez pris un engagement de baisser de 4,1% par an, bah, à ce moment-là, on va prendre votre carbone à vous, on va prendre le carbone du concurrent que vous venez d'acheter en N-1 et on va faire moins 4,1% sur l'ensemble. Voyez ?
En revanche, si un client me dit moi je suis en croissance organique, là je vais créer un nouveau bâtiment avec une nouvelle usine, là pour le coup, débrouille-toi. Hein. Il va falloir nous compenser le carbone de la nouvelle usine par ailleurs. Parce que globalement, à l'échelle de la planète, cette nouvelle usine, elle rajoute du carbone. Et notre objectif, c'est de réduire l'empreinte carbone. Donc ça, c'est pas facile, mais c'est un mal nécessaire. Est-ce que ça peut aussi empêcher de se développer? Parce qu'imaginons, je me développe de 20% tous les ans. Si vous me demandez de baisser de 5%, c'est énorme. Ça fait moins 25 tous les ans. J'en conviens. J'en conviens. Mais là-dessus, on ne lâche pas. Alors aujourd'hui, le prêt indexé n'est pas obligatoire, hein, comme je vous le disais. Hein, donc, un client qui est dans votre cas, aujourd'hui, il n'indexe pas, soyons clairs. Ou alors, il indexe, il prend le critère carbone, et puis il va se rajouter 2-3 autres critères, et là, pour le coup, il va mettre le paquet. Voilà. Enfin, en tout cas, le sujet du carbone est épineux. Hein. Dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que le diable est dans les détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question, c'était peut-être pour les financiers, parce que je sais comment on valorise les entreprises qui sont justement en avance sur... parce que tout ça, ça engage des coûts quand même, c'est lourd pour les entreprises, ça fait un peu peur, sachant que le reporting CSRD, il y a des grandes entreprises, mais 250 salariés, c'est pas tant que ça, finalement. Comment on le retrouve, ça, dans notre valeur d'entreprise, finalement? Ouais, ça, c'est une bonne question, ça. Ouais. Alors... Il est clair que quand on réfléchit à ces sujets de RSE, de décarbonation, ça suscite des investissements. Et à très court terme, en tout cas, ça dégrade l'EBITDA. Et on est nombreux dans la salle à savoir que la valeur d'une entreprise, c'est l'EBITDA fois un multiple. D'accord ? Donc si je baisse l'EBITDA, je baisse la valo. Ben, le truc un peu magique, mais qu'on a du mal encore à chiffrer, c'est que si vous avez une histoire à raconter en termes de RSE, vous pouvez espérer un meilleur multiple. Par contre, personne dans la salle peut vous dire de combien ça va augmenter. D'accord ? Mais ce que je constate, c'est que pour nos clients qui sont sous LBO, je vais utiliser ce terme-là, hein, donc sous des opérations à effet de levier, au capital desquels on trouve des fonds d'investissement. Historiquement, c'était des clients qui ne nous parlaient que d'un truc, c'était l'EBITDA. D'accord ? Ils voulaient améliorer l'EBITDA. Et c'est ces mêmes clients qui aujourd'hui viennent nous voir et qui nous sollicitent pour faire des investissements avec des investissements vertueux, avec des ROI très longs. Et donc, quelque part, destructeurs d'EBITDA et donc de valeur. Mais ces fonds d'investissement aujourd'hui ont besoin d'avoir une histoire à raconter en termes de RSE pour pouvoir continuer à lever de l'argent. Donc, au-delà de la valo, c'est presque une histoire de survie pour ces fonds d'investissement aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va durer, je l'espère, hein, parce que nous, on est ravis de financer des actifs vertueux. Mais en tout cas, aujourd'hui, les fonds d'investissement sont obligés de faire cette chose-là. Et ce n'est pas des philanthropes. Donc, certes, ils en ont besoin pour survivre et pouvoir continuer à lever des fonds, mais il est clair qu'ils ont une arrière-pensée derrière en termes de multiples de valorisation. Merci Marc. Non, vas-y. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup Marc, c'est très intéressant. Voilà, mot de la fin. Donc, une conférence, je pense que c'est le moment, comme tu as dit, c'est le moment où il faut se pencher sur ces sujets. 2026 pour les ETI, ça va arriver assez vite finalement, donc il faut se concentrer là-dessus. Oui, parce qu'évidemment, ces critères extra-financiers, ils vont être validés par des commissaires aux comptes. Et on a 3 ou 4 associés, je crois 4 peut-être, qui se forment. Il y a une formation au niveau de la compagnie des commissaires aux comptes pour pouvoir... 5 associés commissaires aux comptes pour certifier ces critères extra-financiers. Donc c'est aussi pour nous un marché qui s'ouvre aussi devant nous. Donc c'est un sujet qui est très important à la fois pour nos clients, pour nous, puisqu'on va être éligible à la CSRD, et puis aussi pour nos salariés qui sont sensibles à ça. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci encore pour votre attention.